Chapitre 5 Antiracisme. Comme Frantz Fanon, grand militant anticolonial, nous pensons que le racisme est bel et bien un élément culturel, et pas un simple problème de préjugés. Qu'en est-il dans l'édition ? Dans le racisme conçu comme un système, les livres peuvent contribuer à reproduire celui-ci dans la culture, mais ils peuvent également servir d'instruments de résistance et de déconstruction des idées reçues, parfois intériorisées. Dans un monde de lettres blanches, nous avons choisi de mettre en avant ceux et celles, non blancs ou non blanches, engagés, qui fournissent dans leurs livres des armes pour abolir le racisme. Voici le sommaire de ce chapitre. Les mots pour comprendre. Historique, l'édition et les livres antiracistes depuis le XXe siècle. Interview, rencontre avec Laura Nsafou, autrice. Interview, rencontre avec le collectif Case Rebelle. Interview, rencontre avec Ossine Radjaï et Touté Inan de l'association Bibliothèse. Interview, rencontre avec Boniface Mungo Mboussa, auteur et éditeur. Les mots pour comprendre. En 1950, Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, dénonçait les déclarations de Jules Romain, académicien, qui affirmait « La race noire n'a encore donné, ne donnera jamais un Einstein, un Stravinsky ou un Gershwin ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Nous avons enquêté auprès de nombreux et nombreuses auteurs et autrices des métiers du livre qui tentent de dépasser les idées reçues, d'échapper à l'image fausse d'une société française purement métropolitaine et qui fondent leurs principes sur la lutte contre le racisme et pour l'émancipation et la libération des groupes dominés. Nous voulons faire émerger ces problématiques complexes tout en montrant les avancées qui existent. Le premier pas commence par la compréhension des termes propres au racisme et à l'antiracisme. Qu'est-ce que le racisme ? Le racisme se fonde sur des préjugés dépréciatifs et suggère une supériorité au sein de l'espèce humaine. Cherchant à porter atteinte à la dignité et aux droits d'une personne, il peut également prendre la forme d'une idéologie qui se base sur les inégalités entre les peuples. On fait la distinction entre racisme individuel, qui serait le fait d'individus identifiables, et racisme institutionnel ou systémique, qui traverse toute la société et ses institutions. Une dévalorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier une agression ou un privilège, selon Albert Memmi, Le racisme, Gallimard, 1982. L'antiracisme constitue alors une lutte contre les préjugés, les crimes raciaux et pour l'abolition des rapports sociaux de race, qui ont des conséquences matérielles, économiques et symboliques. On regroupe aujourd'hui derrière ce mot des pratiques actuelles ou historiques de lutte contre l'oppression raciste, comme celle apparue à l'encontre de l'esclavage et de la colonisation au XIXe siècle ou contre la montée du nazisme dans les années 1930. Et la littérature dans tout ça. La littérature et le monde de l'édition sont un miroir de la complexité des problématiques liées au colonialisme, au racisme et à l'immigration en France. Ils sont traversés par les mêmes rapports de force sociaux construits par le racisme que notre société. Boniface Mungo Mboussa, grand défenseur de la littérature noire francophone, parle d'une littérature très extravertie, produite et consommée en France avec un lectorat très faible. Comment alors promouvoir un titre ou une auteure-autrice noyée dans la masse ? Et au-delà de ces préoccupations commerciales, pourquoi les héros et héroïnes noirs restent racialisés, réduits ou réduites à leur origine et à des stéréotypes latents, cheveux jugés inesthétiques, bestialité exacerbée, etc. Pourquoi un personnage noir sur la couverture d'un roman identifie celui-ci comme parlant de cette seule caractéristique et ne pourrait pas être pris en compte comme simple trait physique au même titre que la couleur des yeux ? Lexique. L'ethnocentrisme est, entre autres, une attitude consistant à surévaluer une ethnie raciale ou un groupe géographique auquel on appartient, aboutissant à des préjugés envers d'autres peuples. Discrimination raciale. Ce mot rassemble toutes les formes de discrimination à l'encontre des individus d'un même groupe ethnique en raison, par exemple, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur supposée origine raciale. Préjugé racial. Le préjugé racial rassemble un ensemble d'opinions sans fondement sur un groupe ethnique. Racisme post-colonial. Idéologie selon laquelle les descendantes de personnes colonisées sont inférieurs, ce qui se traduit par des situations de domination, d'exclusion et de négation. Colonisation.
Domination politique, militaire et économique d'un pays par une puissance étrangère. Multiculturalisme. Thème utilisé par différentes ethnies collaborant sans pour autant mettre de côté leurs différences individuelles. Colorisme. Discrimination interne à une communauté, mais qui est un legs du colonialisme selon laquelle une peau noire plus claire est valorisée socialement par rapport à une peau noire plus foncée. Négritude. Mouvement politique et littéraire créé pendant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains et des écrivaines noirs. Plusieurs écrivains et écrivaines en furent de grandes figures, comme Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Paulette Nardal, etc. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Césaire. Suprématie. Pouvoir politique et ou social exercé par un individu ou une collectivité au nom d'une puissance reconnue et admise. Le suprémacisme blanc est une idéologie raciste fondée sur la supériorité de la race blanche par rapport aux autres êtres humains. Blanchité, blanc, blanche. Concept qui met l'accent sur les blancs blanches, groupe construit comme dominant, dont les membres perçus tirent des privilèges du racisme, même inconscient, au détriment des racisés qui subissent la domination de la blanchité. Racisé, race. Les personnes, noires, arabes, roms, etc., assignées à un groupe subissant une domination politique et sociale sur la base de la race, qui n'est pas une catégorie objective, mais une construction sociale sans réalité biologique dont l'existence découle du racisme. Antiracisme politique, antiracisme moral. L'antiracisme politique cherche à décrire et détruire collectivement les fondements matériels de la mécanique raciste. Pierre Thévenian. Tandis que l'antiracisme moral s'arrête à la lutte contre les préjugés. L'édition et les livres antiracistes depuis le XXe siècle. Le XXe siècle a été secoué par des crises non négligeables, remettant en cause les acquis sur lesquels se reposait l'humanité. Des guerres à la décolonisation, en passant par la ségrégation raciale, la place des personnes racisées, dont des écrivains et des écrivaines, a continuellement évolué. C'est pourquoi nous avons fait le choix de regrouper certains événements qui nous paraissent importants, connus ou oubliés, dans la lutte antiraciste dans l'édition. 1931. Création de la Revue du Monde Noir par Paulette et Jane Nardal. Avec seulement 6 numéros et publiée en anglais et en français, la revue permit de créer, entre les Noirs du monde, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race. Paulette Nardal est d'ailleurs la première femme noire à étudier à la Sorbonne. 1936. Naissance de la négritude. Mouvement littéraire et politique rassemblant des écrivains et des écrivaines francophones noirs, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, etc. Pour Senghor, ce courant rassemble l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire. 1949. Création de Présence africaine. D'abord
créée sous la forme d'une revue en 1947 par Alioune Diop, Présence africaine est une maison d'édition. Le numéro 1 de la revue fut préfacé par André Gide et rencontra un grand succès. L'objectif de Diop était de rendre plus visibles les créations littéraires et intellectuelles africaines. 1950. Publication du Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire chez Présence africaine. Essai anticolonialiste s'opposant aux actions criminelles de la colonisation, du pillage des ressources et de l'exploitation des peuples. 1956. Premier congrès des écrivains et artistes noirs. Organisé par Alioune Diop, le congrès se tient à la Sorbonne et rassemble de nombreuses personnalités telles que Joséphine Baker, James Baldwin, Amadou Hampâté-Bâ, mais également Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso ou Lévi-Strauss. Malgré le désintérêt de la société francophone et internationale, un deuxième congrès est organisé en 1959. 1961. Publication des Damnés de la Terre de Frantz Fanon chez Maspero, préfacé par Jean-Paul Sartre. Dans la décennie des indépendances et de la décolonisation, ce livre central de Frantz Fanon, lui-même engagé dans la guerre de libération algérienne, s'inscrit théoriquement et pratiquement dans les luttes anticoloniales. 1981. Publication aux éditions du Seuil du Discours antillais, une étude anthropologique et culturelle sur les Antilles, d'Édouard Glissant, militant anticolonial dans sa jeunesse. À la suite de Césaire et de la négritude, Glissant théorise l'antillianité comme mouvement de recherche de l'identité spécifique antillaise, marquée par l'esclavage, la plantation, la créolisation, les divisions sociales et raciales, pour résister à la colonisation qui cherche à détruire cette identité. 1984. Parution de La Marche, traversée de la France profonde, écrit par Bouzid Kara, paru chez Simbad en 1984. Les années 1970-1980 sont le temps des immigrations dites post-coloniales en France. Ce livre relate les luttes de l'immigration de cette période, et notamment la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, événement fondateur pour les luttes antiracistes à venir. 2007. Abandon du terme nègre littéraire. Sous la pression des associations luttant contre le racisme, le Conseil représentatif des associations noires de France a, avec le ministère de la Culture, banni l'expression de nègre littéraire, qualifiée de raciste. Aujourd'hui, le terme consacré est prête-plume. 2008. Publication de Veste de paille, les contes de Mimoun Ghelay de Farid Talba aux éditions Éco-des-Cités, FSQP. Ces nouvelles de Farid Talba, militant du mouvement de l'immigration et des banlieues, retracent avec humour et tragédie la vie des immigrés algériens et algériennes et leurs enfants dans la France des années 1970 et 1980. 2018. Prix Nobel alternatif pour Maryse Condé. Prix remis pour la description dans son œuvre des ravages du colonialisme et le chaos post-colonial dans une langue à la fois précise et bouleversante. Multi-récompensée, Maryse Condé est également la lauréate du Grand Prix littéraire de la femme de 1987 pour son livre « Moi, Tituba, sorcière, noire de Salem » 1986.
Rencontre avec Laura Nsafou, militante afroféministe, blogueuse influente sous le nom de Mrs. Roots. Laura Nsafou est l'autrice de Comme 1 million de papillons noirs, écoulé à plus de 10 000 exemplaires, et du Chemin de Jada chez Cambourakis. Ces 2 albums soulignent l'importance d'avoir une littérature jeunesse qui met en scène des personnages non blancs et s'adresse aussi aux personnes non blanches, pour qu'enfin elles se sentent représentées et puissent s'identifier. Pourquoi avoir décidé d'écrire Comme 1 million de papillons noirs et Le Chemin de Jada? Quelles sont vos inspirations? Je me suis inspirée de mon vécu, tout simplement. Pour mon premier ouvrage, il y avait cette volonté de rendre visible le dénigrement raciste des cheveux crépus que l'on peut subir dès le plus jeune âge. C'est une expérience commune à beaucoup d'enfants noirs, particulièrement les petites filles. Il en est de même pour le colorisme, une discrimination insidieuse hiérarchisant les carnations foncées en faveur des carnations claires. Comment ces 2 albums ont-ils été présentés en librairie et dans la presse? On dit souvent que vous vous inspirez de contes africains. Est-ce exact? Comme 1 million de papillons noirs a eu majoritairement un bon accueil dans la presse et du côté du public avant même d'être disponible en librairie. La campagne Ulule nous a permis de rencontrer notre lectorat et de rendre visible l'importance de la représentation d'afrodescendants et d'afrodescendantes en Occident, entre autres récits. Par contre, le chemin de Jada était ancré dans un imaginaire aux influences multiples. Nous avons fait le choix de ne pas le nommer. Résultat, beaucoup y ont vu un imaginaire africain, car il est visiblement plus facile de faire un raccourci plutôt que d'imaginer un monde irréel avec des personnes noires, je suppose. Cela montre à quel point il est urgent de décoloniser le regard du rectorat. Pourquoi avoir décidé d'écrire pour la jeunesse? Avez-vous manqué de héros ou d'héroïnes noirs dans la littérature de votre enfance? Je ne l'avais pas envisagé, honnêtement. J'ai toujours écrit, alors quand la maison d'édition Billy Bock m'a proposé ce projet, j'y ai vu l'opportunité d'écrire une histoire où la petite fille que j'avais été pouvait s'y identifier. Il y a beaucoup de moi et de ma famille dans Comme 1 million de papillons noirs, et je crois que c'était une manière de prendre le pas sur une littérature jeunesse qui m'avait longtemps fait ressentir que je n'étais pas importante. Les personnes non blanches sont en général représentées sous un prisme colonial pour servir un exotisme, ou un imaginaire lointain et caricatural, ou alors elles sont carrément oubliées comme invisibles. Avez-vous essuyé des refus pour votre premier roman? Vous a-t-on donné des raisons? Je n'ai soumis mon premier roman qu'à 2 maisons. Une l'a accepté, donc ce n'est pas très parlant. Par contre, quand on a dû soumettre Comme 1 million de papillons noirs qui a été publié en 2018 par Cambourakis à de plus grandes maisons après la fermeture de Billy Bock, j'ai eu des refus où l'on m'expliquait ouvertement que ce n'était pas universel, que c'était un livre de niche, ou encore qu'on ne publiait pas des femmes noires qui écrivent pour des petites filles noires, avant même que j'ouvre la bouche. Comment se passe votre collaboration avec Cambourakis? Très bien. La collection Sorcières traite de thématiques engagées, similaires à celles que j'aborde dans mes travaux et dans mon engagement afroféministe. J'ai donc la chance que l'on puisse partager les mêmes intérêts. Ma collaboration avec Barbara Brun s'est de plus très bien passée. Je pouvais lui dire clairement les écueils que j'avais identifiés dans la représentation des personnages noirs en littérature, et elle les a intégrés à ses dessins. Parlez-nous un peu de votre blog Mrs. Roots. Pourquoi l'avoir créé? Vous y parlez d'afroféminisme. Quels sont les enjeux spécifiques de cette lutte? Et comment vos livres permettent de résister à cet mécanisme de domination selon vous? J'ai créé un blog en 2013 et j'y écris encore régulièrement pour avoir un espace où analyser ma place en tant que femme afrodescendante française et la complexité de mon identité métisse, congolaise, martiniquaise et hexagonale. Je me suis servi des littératures afro pour l'explorer et ça me tient à cœur de les rendre visibles. Au fur et à mesure, tout ça a conduit à mon afroféminisme, un mouvement de lutte contre les discriminations subies par les femmes noires du fait de leur genre, de leur classe et de leur couleur de peau. Les combattre, c'est adresser les corrélations que ces discriminations produisent et établir des stratégies politiques. Mes livres sont une manière où s'exprime mon engagement en fournissant des supports d'empowerment et de sensibilisation contre le racisme, le sexisme et le mépris de classe. Rencontre avec Case Rebelle. Case Rebelle est un collectif noir non mixte, anti-autoritaire et panafro-révolutionnaire. Ses membres luttent contre toutes les dominations d'un point de vue afrocentré. Fin 2019, le collectif a lancé sa propre maison d'édition et nous a accordé un entretien à ce sujet. Vous animez un site, caserebelle.org. Pourquoi lancer une maison d'édition? Aviez-vous déjà édité des livres? Notre collectif politique a 10 ans. Nous avons créé notre site web, notre propre espace de diffusion et production. Ce site cherche à diffuser nos analyses, nos idées, nos intérêts, nos découvertes sous forme de podcasts, d'articles, d'interviews, etc. Quand on parle souvent de livres rares, c'était une évidence pour nous qu'on en viendrait à publier. Pour diffuser nos idées et celles d'autres personnes qu'on apprécie sur des formats plus longs, diffuser l'histoire de mouvements peu connus, etc. On a assuré la traduction, la direction éditoriale, ainsi que réalisé la couverture et la maquette de l'autobiographie d'Assata Shakur, publiée chez PMN en octobre 2018. Avez-vous des projets et objectifs pour la maison d'édition que vous avez lancée? Les 3 premiers livres sont déjà prévus. Le premier se nommera Afro-Trans Experience et accueillera la parole de personnes trans noires.
Le second, Négritude spectaculaire, de Michaela Dange, est un essai sur la mise en spectacle permanente des Noirs, de leur souffrance ou de leur joie, à travers l'image, photos, vidéos, etc. Le troisième racontera l'histoire de Bijengwa, un mouvement de jeunesse guadeloupéen des années 1980. On n'a pas d'autre objectif que de diffuser ce qu'on publiera en créant les conditions pour que ça génère du sens politique, des rencontres, des dynamiques. Votre collectif a-t-il été confronté à des pratiques racistes dans l'édition? Avez-vous une analyse sur ce sujet? Il nous paraît évident qu'à partir du moment où les éditeurs et les éditrices ne sont pas noirs, des dynamiques de pouvoir risquent de se mettre en place et on l'a vérifié. On voit bien comment éditer tel ou tel livre. Ça peut donner bonne conscience. Chacun et chacune devrait se poser la question de pourquoi il ou elle édite tel livre, en dehors du simple pouvoir économique de le faire et de la rétribution symbolique qui en découle. Comment pensez-vous que le racisme systémique et institutionnel peut être combattu? Quel rôle peuvent avoir les livres là-dedans? Le racisme systémique et institutionnel ne peut être combattu que par le rapport de force. L'éducation nécessaire ne s'impose qu'en créant des rapports de force. Les livres permettent de faire circuler des idées, de raconter l'histoire autrement, etc. et permettent d'armer ceux et celles qui doivent combattre ce système. Mais les livres ne rendent pas nécessairement les gens moins racistes. C'est aussi une forme de divertissement. Entre être confronté à un livre et à une personne réelle, il y a un monde. Beaucoup de gens aiment les noirs dans les livres ou les clips, les films. Ça ne dit rien quant au racisme, l'empathie, la capacité de compréhension de ce que l'autre vit. Avez-vous des exemples de maisons d'édition, d'auteurs, d'autrices ou des livres qui vous tiennent à cœur dans vos luttes dont vous aimeriez nous parler? Il y a l'exemple de la maison d'édition The Kitchen Table, Women of Color Press, fondée par Barbara Smith, féministe noire, lesbienne, qui a sorti des ouvrages de référence comme This Bridge Called My Back, Homegirls, A Black Feminist Anthology ou encore la Déclaration du Combahee River Collective de 1977. Les ouvrages de la sociologue linguiste Dani Bebel-Gisler, Le défi culturel guadeloupéen, Devenir ce que nous sommes, culture et pouvoir dans la Caraïbe. La maison d'édition Présence africaine a été historiquement très importante. Comment concevez-vous les luttes antiracistes? Quelle articulation avec d'autres luttes comme le féminisme et les luttes LGBT? Nous définissons pas comme antiracistes. Tout d'abord, comme on est rassemblés en tant que noirs, on a souvent tendance à nous accoler cette étiquette-là. Ce n'est pas un mot qu'on utilise vraiment, et ça ne fait pas partie de notre autodéfinition. Comme on l'a dit avant, on essaie de lutter contre toute forme de domination en tant que noir. Sexisme, validisme, capitalisme, transphobie, etc. Dans tout ça, nous sommes anti-impérialistes. Et cette lutte inclut la lutte contre la suprématie blanche et toutes les formes de racisme. Comment on conçoit ces luttes? De manière autonome et radicale, sans se laisser parasiter en permanence par l'agenda des dominants et dominantes et leurs questions. Pour l'articulation avec d'autres luttes, c'est ce qu'on essaie de faire en permanence, parce que nous sommes concernés par plusieurs oppressions. L'articulation se joue dans nos corps, nos individualités et nos engagements. Chaque fois que nous nous investissons, nous ramenons tous nos enjeux. Rencontre avec Osin Rajai et Tuté Inan de Bibliothèse. Bibliothèse est une association de lecture portée par Osin Rajai et Tuté Inan, souhaitant rendre les livres accessibles dans les quartiers populaires. Chaque mois, une auteure et une autrice est accueillie au Fouquet du Ghetto, en plein cœur de Sarcelles, une ville de banlieue parisienne de 60 000 habitants, qui n'a ni librairie ni médiathèque. Pouvez-vous vous présenter ? Depuis longtemps, on milite dans les quartiers populaires contre les violences policières envers les migrants, le mal-logement ou pour les solidarités internationales. On s'inspire du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues. Bibliothèse est née en 2017. Au cours du festival Origines contrôlées à Toulouse, nous avons rencontré Mouran Benchelali, l'auteur du Voyage vers l'enfer, un livre sur son internement à Guantanamo. Nous avons été épatés de voir que cet homme arrivait à remplir la salle. Il y avait des blancs, des blanches, des arabes, des noirs, des vieux, des vieilles, des jeunes. À la fin de son intervention, le débat s'est créé tout seul. Nous avons alors eu l'idée de transposer ça à Sarcelles. Il est venu à Sarcelles pour la première de Bibliothèse. Pendant des semaines, les jeunes du quartier venaient nous voir. Vous n'avez pas le livre du mec que vous avez invité. Nous avons continué. En 3 ans et demi, nous avons convié une quinzaine d'auteurs, d'autrices, comme le sociologue Marwan Mohamed, alors qu'il avait refusé toutes les autres invitations. Avez-vous eu des difficultés à vous implanter? Avez-vous reçu des aides des pouvoirs publics? Nous avons conscience que notre action est politique, même si on se tient loin de tout parti. Nous n'avons pas eu besoin d'argent pour créer Bibliothèse. Un café nous accueille et le sous-sol peut contenir jusqu'à 100 personnes. Cela nous permet d'avoir une indépendance politique qui est importante car nous voulons agrandir le champ des possibles, montrer à tous que par la solidarité, on peut réaliser des choses sans demander aux politiques. Au début, on ciblait surtout les Sarcellois et les Sarcelloises, mais nous nous sommes aperçus que sur la centaine de personnes présentes, plus de la moitié venaient de Paris et ses environs. D'habitude, c'est l'inverse, ce sont les banlieusards et les banlieusardes qui montent sur Paris pour se changer les idées. Comment sélectionnez-vous les livres et les auteurs et les autrices? Nous n'avons pas réellement de sélection. Nous recevons des sollicitations, mais la plupart du temps, ce sont des rencontres dues au hasard. Les auteurs et autrices invités écrivent souvent des livres autobiographiques, et c'est à travers ce vécu que l'antiracisme est traité. Par exemple, nous avons reçu Aya Sissoko ou encore Nadir Dendoun, qui racontent leurs expériences du racisme. Pouvez-vous nous raconter une soirée type?
Cela débute vers 18h30, c'est assez basique, une petite scène avec 3 palettes, une chaise de bureau dessus et une table basse. Le public, prévenu 2 à 3 semaines avant, est assis en demi-cercle, environ une soixantaine de personnes. Certains et certaines ont lu le livre, d'autres non. L'auteur-l'autrice intervient, sans préparation préalable. Nous avons pris conscience qu'en le ou la préparant, cela manquait d'humanisme. Il ou elle a le champ libre. Pas d'heure, pas de limite. Nous le mettons ou nous la mettons en confiance en lui disant que le public est très populaire et très humain. Il y a déjà eu des auteurs et des autrices qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais ressenti ça dans d'autres conférences. Ensuite, nous vendons le livre, prenons des photos, débattons. Cela peut finir à 1h du matin. Quels sont vos liens avec les éditeurs? De la même manière qu'on promeut les petites librairies indépendantes, nous privilégions les petites maisons d'édition comme Sileps, Face Cachée, Case Rebelle. Pourquoi parle-t-on toujours des mêmes auteurs et autrices? C'est la vraie question. Si l'arabe, le noir ou le gars du quartier n'a pas vécu quelque chose de dramatique dans sa vie, son livre ne sera jamais édité. En médecine, il n'étudie pas Frantz Fanon alors qu'il est reconnu dans la psychiatrie. Et on peut continuer, c'est un réel déni. C'est la même chose pour les femmes et les gens dans les quartiers populaires. Alors que si un jeune qui cartonne était mis en avant, il y en aurait d'autres. Quels sont vos projets? Avec BiblioKids, nous proposons des activités pour les jeunes, cours de dessin, de danse, de livres, des livres à disposition des enfants et des parents. Nous investissons personnellement notre argent et nous comptons sur la solidarité des gens pour obtenir les livres. Les enfants sont à la base de tout. Si on arrive à mettre cette graine dès le début, c'est gagné. Le livre est un des plus beaux outils pour ouvrir le débat. On en a besoin dans nos quartiers. On aimerait aussi à l'avenir pouvoir éditer nos propres livres, donner une chance à de jeunes auteurs et autrices, pouvoir diffuser en créant un rayon spécial bibliothèque dans les librairies. Rencontre avec Boniface Mongo Mboussa. Auteur de Désir d'Afrique chez Continent Noir en 2002 et éditeur des œuvres complètes de la poésie de Tchikaya Outamsi chez Gallimard, Boniface Mongo Mboussa a une grande connaissance de la littérature africaine qu'il défend avec ardeur. Problématiques éditoriales, littérature antiraciste, situation des écrivains et écrivaines francophones africains et africaines, déconstruction des clichés. Il donne son avis et ses conseils de lecture sur la situation des écrivains et écrivaines francophones africaines. Quand je suis arrivée chez Gallimard pour présenter mon projet d'éditer Tchikaya Outamsi, personne n'avait entendu parler de lui. Il était pourtant respecté par ses pairs poètes, et j'ai été estomaquée de découvrir qu'il publiait dans des maisons d'édition clandestines, à Honfleur, à Tunis, etc. Il m'a fallu chercher de l'aide, notamment auprès de l'ambassadeur du Congo. Chance inouïe, il était écrivain. C'est comme ça que j'ai pu publier les œuvres complètes. Je crois qu'on n'a pas encore assez pris en compte l'aspect commercial en Afrique. Un éditeur ou éditrice, à la fin du mois, doit préparer des fiches de paye, pour ceux et celles qui œuvrent à ce qu'une idée devienne un objet physique. Les écrivains et écrivaines à la vision romantique ne considèrent pas cet aspect. Il fut une époque glorieuse, où les écrivains et écrivaines africains et africaines avaient des rapports très forts avec les écrivains et écrivaines français et françaises. Sartre a préfacé l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus ce dialogue. Ces connexions avec les intellectuels français et françaises qui comptent, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, un auteur ou une autrice africain ou africaine ne se vend pas, et on va hésiter à le ou la publier. L'idéal pour la littérature africaine serait la coédition. Avoir une maison en France et sur place. Prenez le livre de Kamel Daoud, Meursault contre Henriette. Peu de gens le savent, mais il a publié à Alger, puis chez Actes Sud, car il parlait d'un sujet qui touchait les Français et les Françaises. Pourquoi l'arabe dans l'étranger de Camus n'a pas de nom? Il a tapé dans le mille. Sur les luttes antiracistes et la littérature. C'est un couteau à double tranchant. Humainement, on ne peut pas être dans l'indifférence par rapport à ces questions-là. Mais le danger, c'est la qualité. Imaginez-vous qu'on défende quelque chose par générosité, et que la qualité ne convainc pas. Cela va poser problème. Je crois que quand on est défavorisé, il faut être irréprochable. Or, en Afrique, les écrivains et écrivaines sont pressés. Ils ou elles veulent exister, et à l'arrivée, c'est parfois dommageable. Par exemple, les fondateurs du Seuil luttaient contre la colonisation et éditaient les écrivains et écrivaines qui se battaient. C'était le prolongement du travail qu'ils menaient en amont contre la colonisation. Avant la guerre, d'autres éditeurs comme Julliard ou Plon ont essayé, mais dans la ferveur de la décolonisation. Très vite, les désillusions des indépendances ont fait que le regard sur l'Afrique a changé, devenant condescendant. En France, le racisme est subtil. Ce sont des moments, des phrases, des regards. C'est donc difficile à cerner. Lorsqu'un homme aussi doux que Senghor disait dans ce vers terrible « Je déchirais les rires banania sur tous les murs de France », il savait de quoi il parlait. Sur la littérature jeunesse et le scolaire. Les stéréotypes et les préjugés se forgent dans la jeunesse, et c'est l'un des handicaps de la littérature africaine. Je suis congolais et beaucoup de gens ne connaissent mon pays que par Tintin. Ça a nourri leur imaginaire. Ils reproduisent des clichés inconsciemment. En France, on a une manière très élitiste et canonique d'enseigner la littérature. Tout ce qui est paralittérature est laissé de côté. Les Africains et Africaines qui ont été à l'école française pensent que la littérature, c'est écrire un grand roman. La déconstruction des clichés, c'est par la jeunesse qu'il faut la commencer, dans les manuels scolaires comme dans la littérature. Les conseils lecture de Boniface Mongo Mboussa. Théo Ananisso,
Ténèbres à midi, Continent noir, 2010. Le récit sans concession d'une perception de soi et de ses origines. Je vous le recommande vivement, il est écrit avec une belle langue ciselée, sans bavardage. Marius Nguyen, un Yankee à Gamboma. Alma, éditeur, 2014. Marius Nguyen fait la chronique de l'improbable amitié d'un gamin et d'un jeune milicien. Un très beau livre, très fin, sur la guerre civile. Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille. Le portrait d'un vieux soldat noir que l'administration coloniale a décidé de récompenser par une médaille. Un très beau livre, trop peu connu. Ousmane Sembène, le docker noir, présence africaine, 1956. Un avertissement sur la vie des minorités noires perdues dans les grandes villes européennes. C'est un livre très intéressant, une mise en abîme sur la question du plagiat et de l'édition. Amadou Hampâté-Bâ, l'étrange destin de Vangrain. 10-18, 1973. L'histoire d'un interprète africain du temps des colonies françaises. Un très grand livre et un grand classique.